Ça, c'est une ligne rouge russe. Oui, c'est sûr. Mais, et c'est assez, ça peut s'expliquer assez facilement, mais toutes les autres lignes rouges sur les matériels qui ont été fournis à l'Ukraine, c'est pas des lignes rouges russes, ce sont des lignes rouges occidentales. Et c'est eux qui les ont systématiquement franchies. La destruction des systèmes d'armes lourdes et ses implications stratégiques. Il est clair, malheureusement pour l'Ukraine, que tous les systèmes d'armes lourdes, missiles patriotes, radars, chars, artillerie et équipements de guerre électronique, nécessitant du personnel pour fonctionner, ont été détruits. La Russie a utilisé divers types de missiles, notamment les missiles Iskander, qui ont une portée de 400 à 500 km. Ces missiles transportent des ogives allant de 500 à 600 kg, certaines étant des explosifs thermobariques, d'autres des explosifs puissants, entraînant des impacts dévastateurs. L'encerclement et la situation désespérée des combattants étrangers. Sur les deux flancs ukrainiens, les combattants aguerris du groupe Wagner et les soldats du corps des volontaires russes ont coupé les voies de retraite vers l'Ukraine. Il est très peu probable que beaucoup d'entre eux survivent. Parmi eux, on trouve des Américains, des Britanniques et des Polonais. Comme beaucoup l'ont souligné, cela peut tragiquement être perçu comme une invasion de l'OTAN, même si ces combattants étrangers portent des uniformes ukrainiens. Ce conglomérat de forces est en grande difficulté et leurs chances de s'en sortir sont minces. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Ça fait, vous vous rappelez, depuis un certain mois de mars 2022, nous sommes en septembre 2024 et nous en parlons avec Jacques Beau, que nous avons toujours plaisir à recevoir. Jacques Beau qui a écrit notamment sur le Proche-Orient l'ouragan, le déluge de l'Aqsa, c'est ça. Et puis sur l'art de la guerre russe. Alors c'est intéressant parce qu'on va parler là de l'Ukraine. L'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine en échec. Aux éditions Max Milo, bien sûr. Alors Jacques Beau, justement, il s'est passé 2 mois. On voit ce qui se passe. Alors il y a eu cette... On avait parlé de la contre-offensive, la fameuse contre-offensive qui avait tout, qui allait tout bouleverser, qui n'a pas bouleversé grand-chose. Et puis il y a eu l'attaque sur Koursk. Et puis il y a le bombardement qui continue un peu partout. Et le Donbass, apparemment, on dit que les Russes avancent beaucoup plus facilement même qu'avant au Donbass. Il y a les appuis de l'OTAN, on en parle. Jens Stoltenberg, je rappelle simplement que le 5 juillet dernier, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, avait donné un aperçu du programme du sommet. Le soutien à l'Ukraine rang de priorité absolue, a dit Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Je rappelle aussi que le 28 août, le Conseil OTAN-Ukraine s'est réuni à la suite des récentes frappes aériennes russes. Alors les Alliés ont fermement condamné les frappes aveugles et ils ont convenu, je rappelle, de fournir ensemble une aide à la sécurité, une de plus d'au moins 40 milliards d'euros au cours de l'année prochaine, davantage de batteries patriotes, davantage d'avions, etc. Alors, au fond, on a l'impression que il faut que, je disais bien, il faut que tout finisse pour tout recommencer. Qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui? D'abord, peut-être sur le front militaire. Vous prenez un peu, Jacques Beau. Alors, bonjour. Sur le front militaire, eh bien, beaucoup a été dit, mais pour simplifier les choses. Les Ukrainiens, d'abord, il faut savoir que, si vous lisez d'ailleurs mon livre « Guerre et paix » qui a été publié en octobre de l'année passée, je parlais déjà d'une offensive possible contre Koursk. En fait, il y avait 3 offensives qui étaient pour la fameuse contre-offensive que vous avez évoquée. Les Ukrainiens avaient 3 directions privilégiées. La direction de Kherson, celle de Zaporozhye et celle qui était située entre Belgorod et la frontière du Bélarus, qui, en fait, est sur Koursk. Et en fait, si on regardait les rapports de force qui ont fuité par les services de renseignement américains, on s'apercevait que les rapports de force qui étaient les plus favorables aux Ukrainiens étaient dans la région de Koursk. Mais ils n'ont pas attaqué à Koursk. Et pourquoi ils n'ont pas attaqué à Koursk? Pour une raison très très simple, c'est que le terrain ne s'y prête pas.
Le terrain ne se prête pas à des grandes opérations mécanisées. C'est un terrain d'infanterie qui se prête à des opérations d'infanterie, en fait, des incursions d'infanterie, mais pas à des incursions mécanisées. Et c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens se sont tournés vers Zaporožie et ont essayé de faire ces grandes opérations avec le matériel, les chars qu'ils venaient de recevoir des Américains et des Allemands notamment. Enfin, pas seulement. Les Abrams et autres. Exactement. Non. Et les Léopard 2, et voilà. Ils avaient reçu de l'Europe. Donc, ils se sont allés à Zaporožie, ils se sont cassés la figure à Zaporožie, et maintenant, en réalité, ils font plus ou moins ce qu'ils avaient déjà eu à l'esprit de faire, c'est-à-dire attaquer la région de Koursk. Avec une autre idée, cependant, et d'ailleurs, je l'avais écrit dans mon livre à l'époque-là, donc il y a presque une année. J'avais écrit si les Ukrainiens attaquent là, c'est plutôt pour tenter de déstabiliser la Russie que d'avoir un succès militaire, en réalité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, vous avez, si on a lu ou écouté, ce que d'ailleurs nos médias ont dit, mais les commentateurs ont peu relevé, que Zelensky avait dit que l'objectif stratégique pour l'Ukraine, c'est de porter la guerre sur le territoire russe. C'est ça, et il le dit depuis le début de cette année, en fait. Et c'est donc ce qu'il a fait, de différentes manières, des actes terroristes d'ailleurs. Il y a eu des attaques contre des radars, des stations radars ukrainiennes. Il y a eu différentes attaques sur le sol russe. Et celle-là est la principale attaque substantielle, si vous voulez. Déstabiliser un peu le front russe. Alors l'idée, c'est pas vraiment déstabiliser le front russe. L'idée est d'ailleurs stratégiquement, c'est pas complètement idiot, sauf que ça se passe à un mauvais moment et avec des mauvais moyens. Mais l'idée générale n'est pas mauvaise, c'est de dire, si on amène la guerre sur le territoire russe, ça va déstabiliser le pouvoir politique de Poutine. Oui, parce que la population... si on n'a pas l'argent et les moyens... Alors voilà, et c'est là qu'est le problème, parce qu'il faut une adéquation entre l'idée stratégique et les moyens qu'on met en œuvre. Et c'est là où les Ukrainiens ont finalement frotté, si j'ose dire. Parce que l'idée, à la base, elle n'est pas mauvaise, mais voilà, ils n'ont pas les moyens de le faire. Et vouloir, c'est le problème qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Vous ne pouvez pas faire une guerre d'attrition avec la Russie si vous avez moins de moyens que la Russie. Oui, c'est ça. Voilà, la Russie a les moyens de se payer une guerre d'attrition, là, c'est pas le cas. Exactement. Et alors, comment expliquer justement, Jacques Beau, en même temps, c'est très intéressant, on le voit très bien ce qui se passe et qui se passe au niveau du Donbass. Enfin, on peut dire, sans être taxé de prendre parti ou de choisir un camp, que pour le moment, la situation est plus favorable aux Russes qu'aux Ukrainiens. Ah, très clairement. Et ça, pour des raisons tout simplement arithmétiques. C'est-à-dire que pour attaquer à Koursk, les Ukrainiens n'avaient pas assez de moyens. Donc, d'une part, ils ont dû retirer des moyens dans les zones de combat principales. Car si on regarde le taux de perte qu'il y a actuellement sur l'ensemble du territoire ukrainien, on s'aperçoit que les pertes sont dans le secteur du Donbass. C'est-à-dire que c'est là que se déroulent les combats. C'est ça. Ouais, encore et toujours. Par conséquent, ouvrir un autre front, si j'ose dire, il fallait prélever des troupes sur la zone des combats principaux pour les mettre sur un terrain secondaire. Et par conséquent, les Ukrainiens ont dilué leurs forces ce faisant. Et ils ont dilué d'une autre manière, parce qu'ils ont étendu la ligne de front qui était d'environ 900 km, ils l'ont étendue de 150 km. Donc ils ont étendu leur ligne logistique, leur structure de conduite, etc. Ils ont un peu dégarni le Donbass. Ils ont dégarni le Donbass pour faire l'offensive à Koursk. Une offensive qui n'a pas de synergie avec les autres. Parce que si vous regardez la carte, vous voyez que c'est très distant des opérations principales. Du point de vue de la stratégie, c'est un peu... Voilà, du point de vue de l'art opératif, je dirais, c'est très mauvais. Oui, voilà. Je comprends. Et donc, il était pratiquement automatique que les Ukrainiens aillent dans un problème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui ce qui se passe sur le terrain, on s'aperçoit que les Ukrainiens sont en train de retirer les troupes de Koursk pour les remettre dans le Donbass. Alors justement, on va faire peut-être un peu de géopolitique, mais enfin encore qu'on est dans la stratégie. En même temps que tout cela, ce que vous décrivez, Jacques Beau, on voit que l'OTAN va de plus en plus martialement, la priorité absolue est à l'Ukraine, nous allons continuer, nous allons fournir. Est-ce que, par rapport à la ligne rouge que s'étaient donnée les Américains, évidemment, qui sont les principaux bailleurs de fonds de l'OTAN, et puis tous les autres, est-ce que des lignes rouges ont été franchies sur le plan de la fourniture d'armement? Je ne parle pas de l'argent, etc. Et d'où vient? Est-ce que c'est parce qu'ils se rendent compte, parce que comme vous, comme d'autres, que la situation n'est pas aussi favorable, que les discours martiaux sont de plus en plus martelés?
Alors oui, et d'ailleurs, vous avez cité mon livre L'art de la guerre russe. Là-dedans, il y a une description très factuelle de toutes les lignes rouges qui ont été franchies par les Occidentaux. Au départ, ils voulaient pas fournir d'aide militaire à l'Ukraine, ils l'ont fait. Ils voulaient pas fournir de missiles, ils l'ont fait. Ils voulaient pas fournir de chars, ils l'ont fait. Bref, c'est eux qui ont défini ces lignes rouges, c'est pas les Russes. Les Russes, finalement, n'ont défini qu'une seule, et encore, ils l'ont pas défini très nettement, mais dans le discours, on peut le subodorer, c'est le fait d'attaquer dans la profondeur du territoire russe. Ça, c'est une ligne rouge russe. Oui, c'est sûr. Mais, et ça peut s'expliquer assez facilement, mais toutes les autres lignes rouges sur les matériels qui ont été fournis à l'Ukraine, c'est pas des lignes rouges russes, ce sont des lignes rouges occidentales. Et c'est eux qui les ont systématiquement franchies. Le rôle de la tromperie dans la guerre. Le colonel Douglas MacGregor, analyste militaire réputé, a souvent souligné que la tromperie dans la guerre peut décider de l'issue des conflits. Depuis l'Antiquité jusqu'aux opérations modernes, la capacité à tromper l'ennemi reste l'une des stratégies les plus efficaces en temps de guerre. L'utilisation de la tromperie par la Russie dans ce conflit est tout simplement magistrale. La Russie ne se contente pas de mener une confrontation militaire directe. Elle joue une partie d'échec mental sur le champ de bataille. Chaque manœuvre force l'Ukraine et ses alliés à réagir, les obligeant souvent à engager des forces là où ils ne devraient pas, exposant ainsi leurs propres faiblesses défensives. Malgré les récits occidentaux suggérant un succès ukrainien imminent, la Russie a constamment maintenu l'avantage. Mais soyons clairs, cette guerre est loin d'être terminée, et la profondeur stratégique de la Russie ne fait que commencer à se déployer. La tromperie tactique, le jeu d'échecs russe sur le champ de bataille. Dans cette section, nous explorons l'approche multicouche de la Russie, en commençant par la tromperie tactique, l'équivalent sur le champ de bataille d'un tour de passe-passe. La tromperie tactique ne concerne pas les grandes stratégies, mais l'instant présent, en faisant croire à l'adversaire que ce qui se passe devant lui est réel, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'une distraction. La Russie excelle dans cet art. L'Ukraine, malheureusement, est tombée dans ces pièges à maintes reprises. Un exemple frappant est l'utilisation par la Russie de retraites simulées. Les forces ukrainiennes, croyant à une victoire imminente, avancent persuadées d'avoir repoussé les Russes. Mais en réalité, elles ont été attirées dans une zone de tir prédéterminée où l'artillerie russe les anéantit. Les erreurs répétées sur le champ de bataille. Ce n'est pas un incident isolé. Des escarmouches dans le Donbass, aux confrontations intenses près de Kherson, les troupes ukrainiennes, souvent soutenues par des conseillers occidentaux, continuent de tomber dans les mêmes pièges tactiques, sous-estimant la ruse des planificateurs militaires russes. Les médias occidentaux peuvent présenter ces moments comme des actes de bravoure ukrainienne, mais la réalité est que ce sont des erreurs coûteuses et évitables. La tromperie opérationnelle et la maîtrise stratégique. Au-delà du niveau tactique, la maîtrise de la tromperie par la Russie continue de déconcerter les forces de l'OTAN et de l'Ukraine au niveau opérationnel. Ici, il ne s'agit pas de tromper un seul bataillon ou une unité, mais de duper des armées entières, de désorienter les structures de commandement et de créer un sentiment d'incertitude écrasant. Le colonel Douglas MacGregor, critique vocale de l'approche occidentale dans cette guerre, a maintes fois souligné l'importance de la tromperie opérationnelle dans la guerre moderne. L'art de la tromperie russe dans la contre-offensive ukrainienne de 2023. Avec son expérience militaire vaste, la Russie a élevé la tromperie au rang d'art, en particulier lors de la contre-offensive ukrainienne tant attendue de 2023. L'Occident croyait que la Russie s'effondrerait sous la pression, notamment dans des zones clés comme Kherson et Kiev. Pourtant, en réalité, ces fronts faisaient partie de la stratégie plus large de la Russie. L'Ukraine, largement soutenue par l'aide militaire occidentale et renforcée par l'illusion d'une intelligence de l'OTAN, a déployé de grandes forces dans ces régions. Les analystes occidentaux affirmaient que la Russie était sur la défensive, peinant à tenir bon. Mais la vérité est que ces mouvements étaient des feintes russes délibérées, destinées à épuiser les ressources ukrainiennes, tout en préservant les leurs. Chaque unité ukrainienne envoyée dans ces régions représentait une unité en moins,
pour défendre des zones plus critiques comme Zaporizhia et Melitopol, la percée russe et le contrôle sur Donetsk et Luhansk. Les rapports récents du champ de bataille révèlent que la capacité de la Russie à maintenir la pression le long d'une ligne de front de plus de 1000 km lui a permis de percer des défenses ukrainiennes cruciales. Il est désormais rapporté que plus de 80% des territoires de Donetsk et de Luhansk sont sous contrôle russe. Cette avancée lente et méthodique n'était pas un hasard. Elle résultait de plusieurs années d'expérience, d'une logistique supérieure et d'une compréhension approfondie de la tromperie opérationnelle. Mais l'ingéniosité de la tromperie opérationnelle ne s'arrête pas à l'épuisement des forces adverses. Elle joue également avec les attentes. La tromperie tactique autour de Kiev, une véritable offensive ou une simple diversion. Examinons de plus près la situation à Kiev. L'approche de la Russie était-elle une véritable offensive ou simplement une autre manœuvre d'échec pour tromper l'ennemi? Kiev, une ville stratégique pour la défense de l'Ukraine, en raison de sa proximité avec la capitale, semble être la cible logique des forces russes. Pendant des semaines, l'Ukraine s'est préparée à une invasion russe à grande échelle, renforçant ses défenses et réallouant des ressources pour protéger la ville. Pourtant, les véritables intentions de la Russie restaient mystérieuses. Était-ce une tentative authentique de prendre Kiev ou une tromperie soigneusement planifiée pour épuiser la capacité militaire de l'Ukraine? L'utilisation de drones par la Russie pour affaiblir les défenses ukrainiennes. La Russie a utilisé des drones, bon marché, jetables, mais efficaces, harceler les défenses aériennes ukrainiennes. Chaque drone, aussi basique soit-il, obligeait l'Ukraine à réagir. Les systèmes antiaériens, déjà sous pression, devaient tirer, consommant ainsi des missiles précieux. Une fois les drones partis, la Russie lançait des frappes de missiles lourds, laissant les systèmes de défense aérienne ukrainiens affaiblis et vulnérables. Ce n'était pas seulement un désagrément, mais un effort soutenu pour épuiser la capacité de l'Ukraine à se défendre. Selon certaines estimations, les forces ukrainiennes ont tiré plus de 1500 missiles antiaériens en seulement quelques semaines, principalement sur des drones russes. Cela représente 1500 missiles en moins disponibles pour les frappes de missiles de plus grande envergure que la Russie avait planifiées. Cette pression sur les défenses ukrainiennes les a laissés gravement vulnérables dans les régions véritablement importantes. Alors que l'Occident se concentrait sur Kiev, la véritable histoire se déroulait ailleurs. On était en train de parler de l'attitude de l'Amérique, de l'OTAN, de l'Europe, Jacques Beau. On voudrait savoir, parce qu'on entend, encore une fois, on a commencé à parler de ces bruits de bottes de ces attitudes et ces effets de manche, qui ne sont pas seulement des effets de manche. Au fond, aujourd'hui, est-ce qu'il y a, vous rencontrez beaucoup de gens, m'avaient dit d'ailleurs, en parenthèses, que vous avez parlé il n'y a pas si longtemps avec Robert Kennedy Jr., qui, comme on le sait, rejoint Trump. Mais aujourd'hui, est-ce que, non pas peut-être dit ouvertement, est-ce qu'il y a un changement d'attitude de l'Occident, en général, de l'OTAN et de l'Amérique en particulier, vis-à-vis de la guerre? C'est-à-dire que l'OTAN aujourd'hui est assis entre deux chaises, si j'ose dire. D'une part, il est assis entre le narratif qu'il a eu jusqu'à maintenant, et c'est ce qui explique les déclarations enflammées de l'OTAN, etc. Et puis la réalité. Et la réalité est que, malgré toutes les promesses, parce que je vous rappelle qu'en mars 2022, pour faire renoncer à Zelensky de signer l'accord avec la Russie, on lui a promis une aide jusque nécessaire, n'est-ce pas? Et en fait, parce qu'on avait à l'époque l'idée que on pourrait vaincre la Russie très rapidement grâce aux sanctions. Alors, on est toujours dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça n'a pas marché et que cette guerre traîne en longueur et que les capacités de l'OTAN ne suffisent pas à répondre à la situation. Donc on fait des tas de promesses à l'Ukraine et les Ukrainiens s'en aperçoivent aujourd'hui. Et d'ailleurs, tout récemment, les Ukrainiens ont demandé des nouveaux missiles ATACMS pour attaquer dans la profondeur du territoire russe. Les Américains ont dit on n'en a tout simplement plus, parce qu'ils sont plus fabriqués.
Ils sont tout simplement plus fabriqués. Ils ne peuvent pas les fournir parce qu'ils sont plus fabriqués. Il y a beaucoup de ces systèmes d'armes extrêmement complexes qui ne parviennent pas. Pour les missiles patriotes, par exemple, Zelensky, au début de cette année, enfin au printemps de cette année, a demandé 25 unités, c'est-à-dire, grosso modo, ça représente quelque chose comme 600 missiles. Eh bien, l'OTAN n'était pas en mesure de les fournir. Ils ont dû racler les fonds de tiroir. Lorsque le président tchèque, Pavel, a fait cette initiative de fournir à la fin mars ou fin avril de cette année, lui fournir 1 million d'obus pour l'Ukraine. N'est-ce pas? Ils sont finalement, en raclant les fonds de tiroir, à avoir 300 000, en raclant dans le monde entier, 300 000, et encore, beaucoup de ces obus étaient totalement inopérants parce qu'ils avaient été mal stockés pendant des années. Donc l'OTAN n'a plus les capacités. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème de moyens. Il y a un problème de moyens. Puis ensuite, il y a un problème structurel. L'OTAN ne peut pas s'engager. Pour ça, quand on dit l'OTAN, moi, j'ai dit, soyez prudents avec cette expression. Pourquoi il ne peut pas s'engager ? Parce que l'alliance n'est pas impliquée. Et si l'alliance était impliquée, ça aurait des conséquences beaucoup plus grandes. C'est la raison pour laquelle tous les pays occidentaux, la plupart des pays occidentaux, ont fait des accords de défense bilatéraux avec l'Ukraine. Et finalement, s'il y a une aide fournie à l'Ukraine, elle se fait dans le cadre de ces accords bilatéraux et non pas dans le cadre de l'OTAN. Et c'est ça qui est très les L'OTAN n'a pas un accord, il n'y a pas un accord OTAN-Ukraine. Non, voilà, ça. Exactement. Ouais. Et l'OTAN, et les États-Unis d'ailleurs s'y refuseraient, parce que ça engagerait l'Alliance Atlantique, ce fameux article 5, et probablement la capacité nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle, et ce qui montre d'ailleurs les limites de l'OTAN, puisqu'il a fallu faire des accords bilatéraux pour répondre aux besoins de l'Ukraine. Ça, et surtout que nous, on dit toujours la France n'est pas en guerre avec la Russie. Hein. Voilà, alors mais on a quand même un accord de sécurité avec les... Et puis, il y a un autre phénomène que j'ai vu l'autre jour d'ailleurs, qui m'a frappé parce que c'est totalement nouveau. C'est dans la presse ukrainienne, un article qui dit la guerre avec la Russie, Poutine a raison sur un point, c'est que la guerre avec la Russie n'est pas simplement une guerre pour l'Ukraine, c'est une guerre de l'Ouest et de la Russie, et non pas une guerre pour l'Ukraine. Intéressant, oui, bien sûr. Et donc, on le sait aujourd'hui. Et c'est dans le Kiev Post. Donc, dans le Kiev Post, voilà, exactement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les Ukrainiens réalisent ce qu'ils auraient pu réaliser. La guerre par procuration sur leur dos. Qu'ils ont été l'objet d'une guerre par procuration, et qu'aujourd'hui, qui se trouve face à une défaite qui pointe le bout de son nez, eh bien, que c'est eux qui sont les dindons de la farce en réalité. Avec 500 000 morts pour rien, on peut le dire. Avec 500 000 morts pour rien, et puis une économie qui est détruite ou qui fonctionne plus. Et donc, on a vraiment une situation qui est catastrophique pour l'Ukraine, et que les Occidentaux, notamment les Européens, parce que les Américains s'en sont aperçus déjà à la fin 2022. Mais les Européens commencent vraiment à s'en apercevoir. Non, les Européens commencent pas à s'en apercevoir. Les Européens continuent parce qu'ils sont pris dans leur narratif. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est ce que aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir, et peut-être ça explique, par exemple, la démission de Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui a eu lieu hier. Donc ça montre que probablement il y a quelque chose qui est en train de bouger en Ukraine, et qu'on commence à s'apercevoir maintenant que la température monte, si vous me passez l'expression, non pas sur le champ de bataille parce qu'elle a toujours été haute, mais à Kiev même, probablement qu'aujourd'hui les Ukrainiens commencent à se dire, mais est-ce que vraiment nos alliés sont vraiment nos alliés ? C'est ça, est-ce qu'il ne faut pas arrêter les frais ? La stratégie rusée de la Russie sur le front Est. Concentrons-nous maintenant sur le front Est, où les véritables intentions de la Russie se sont révélées. Le colonel Douglas MacGregor a déclaré un jour que les batailles ne se gagnent pas uniquement par la force brute, mais par une stratégie rusée. Cela résume parfaitement l'approche de la Russie sur le front Est, particulier à Pavlivka, Toretsk et Bakhmut. Des villes, situées au cœur des défenses ukrainiennes, sont devenues l'objectif des forces les plus redoutables de la Russie. Les lignes ukrainiennes, déjà tendues par la nécessité de défendre Kiev, n'ont pas pu tenir. Les résultats ont été dévastateurs. La rapidité avec laquelle les forces russes ont progressé a été tout simplement remarquable. Les analystes occidentaux habitués à critiquer la logistique russe en sont restés sans voix. Des victoires décisives russes dans le Donbass,
En quelques jours à peine, les forces russes ont franchi les défenses ukrainiennes et pris le contrôle de zones clés. Ces victoires n'étaient pas seulement symboliques, elles étaient décisives, faisant pencher l'équilibre des forces dans la région et rapprochant l'Ukraine d'un effondrement total dans le Donbass. Selon des observateurs militaires occidentaux, plus de 80% des territoires de Donetsk et de Luhansk sont désormais fermement sous contrôle russe, les forces ukrainiennes étant incapables de mener une contre-offensive significative. Le leadership de Kiev en est bien conscient, mais alors que leurs troupes continuent de battre en retraite, la perspective de reprendre ces territoires devient de plus en plus mince. La bataille de Kherson, un tournant pour l'Ukraine. En examinant de plus près le conflit, une bataille beaucoup plus cruciale se déroule à Kherson. Dans une tentative de reprendre le contrôle et de projeter de la force, la direction ukrainienne a lancé la contre-offensive de Kherson en 2024. Malgré le déploiement d'unités d'élite, notamment la 82e brigade aéroportée, l'Ukraine a gravement sous-estimé les préparatifs défensifs de la Russie. Les forces russes, anticipant cette offensive, ont exploité une combinaison d'artillerie retranchée, de supériorité aérienne et de frappes de missiles incessantes pour décimer les avancées ukrainiennes. Au fur et à mesure que l'opération progressait, il devenait évident que les Ukrainiens étaient surpassés et manœuvrés. Malgré l'engouement médiatique occidental autour de cette offensive, le résultat semblait déjà inévitable. La planification stratégique de la Russie, combinée à la désespérance de l'Ukraine, laissait peu de chances de succès à cette dernière. Les premiers rapports indiquent qu'environ 1000 soldats ukrainiens ont participé à la première vague de l'offensive de Kherson. Mais au fil des jours, 6000 soldats supplémentaires ont été mobilisés. Cependant, les forces russes ont infligé de lourdes pertes dès le début. Et dès le 4e jour, les pertes ukrainiennes étaient critiques. Pendant ce temps, les forces aérospatiales russes et les systèmes de missiles Iskander continuaient à provoquer des ravages, paralysant les lignes logistiques de l'Ukraine. Le tableau stratégique global, la stratégie à long terme de la Russie. Alors que les forces ukrainiennes sont embourbées à Kherson, il est temps d'examiner le tableau stratégique global. La Russie se positionne pour réussir à long terme. Lorsque l'histoire de cette guerre sera écrite, l'offensive de Kherson sera probablement perçue non pas comme un succès, mais comme une blessure auto-infligée massive pour l'Ukraine. La Russie, quant à elle, a joué la carte de la stratégie à long terme, permettant à l'Ukraine d'épuiser ses meilleures troupes sur un champ de bataille conçu pour leur échec. Le génie de cette stratégie ne peut être sous-estimé. L'objectif réel de la Russie n'était pas seulement de remporter des batailles individuelles, mais de s'assurer que l'Ukraine ne puisse plus mener efficacement une guerre à l'avenir. En épuisant les ressources ukrainiennes à Kherson, la Russie a préparé le terrain pour l'effondrement final des défenses ukrainiennes dans le Donetsk et le Luhansk. Alors que les dirigeants occidentaux gardent l'espoir d'une éventuelle victoire ukrainienne, la réalité sur le terrain est claire. Kiev est rapidement à court d'options. Qu'est-ce qui va suivre? Tous les regards tournés vers Odessa. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. En regardant vers l'avenir, tous les regards se tournent vers Odessa, le prochain point chaud potentiel du conflit. Comme l'a souvent dit le colonel Douglas McGregor, les guerres ne sont pas gagnées par des espoirs, mais par une stratégie solide et la capacité de durer plus longtemps que l'ennemi. La Russie l'a prouvé à maintes reprises au cours de ce conflit. Alors que la guerre approche de ses derniers chapitres, une question reste plus importante que toutes les autres. Quel est le but ultime de la Russie? Avec plus de 80% du Donetsk et du Luhansk désormais sous contrôle russe, il est clair que la direction militaire et politique de l'Ukraine est dans le déni. La perte de la région du Donbass semble inévitable. Mais il y a encore plus en jeu. Odessa, une ville profondément liée à l'histoire russe, est sur le point de devenir le prochain champ de bataille. Comme l'a déclaré Vladimir Poutine, Odessa n'a jamais été destinée à être ukrainienne. Alors que les forces russes poursuivent leur avance méthodique, il semble que ce ne soit qu'une question de temps, avant que cette ville portuaire stratégique ne revienne sous le contrôle russe.
Lorsque cela se produira, l'Ukraine sera enclavée, isolée, brisée et abandonnée par les puissances occidentales qui lui avaient pourtant promis le salut. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse approfondie. Restez à l'écoute, car nous continuerons à couvrir les derniers développements de ce conflit.